Alors, Franz-Olivier Gisbert, on vous avait reçu déjà il y a un an pour votre... Oui, Pas plus en longtemps juin. que ça, non? Non, c'était Ah en oui, juin de l'année dernière, d'accord. voilà. Donc, c'était votre précédent livre, Le Schmock, Ouais. hein, sur Hitler et le nazisme. Et quand j'ai reçu dernier été, c'est vrai qu'on devait vous recevoir au mois de mai, je me suis dit, bah tiens, enfin un roman un peu léger, une histoire d'amour, etc. Et en fait, oui, c'est bien un roman, mais c'est pas si léger que ça. Bon, c'est sardonique, disons. Oui. C'est... Juste avant, est-ce Voilà, que je peux dire quelque chose? je vous en prie. Je veux dire, je suis très heureux de me retrouver là. Parce que moi, je tourne un peu en France. Vous savez, c'est mon vieux copain Jean d'Ormesson qui m'avait dit il faut tourner, sinon tu n'y arriveras jamais. Donc je tourne et c'est vrai que je vends bien mes livres, pratiquement sans critique dans les journaux. Je vends très bien mes livres et en fait, je vois régulièrement ce que Jean d'Ormesson appelait le cercle des lecteurs. Alors, vous faites partie, je crois, en tout cas certains d'entre vous. Et c'est ce que je vous dois. Et je viens comme ça régulièrement. Et je suis très heureux de le faire. Mais il y a des endroits où c'est plus ou moins bien. Et c'est vrai que j'avais été absolument charmé la dernière fois. Bon, je l'avais un peu sadisé en disant qu'il n'y avait personne. Mais ça, c'est juste pour rire. Parce que c'est mon genre comme ça. Mais parce que j'étais très heureux d'être là, en fait. Bon, on était à peu près le même Et nombre. Hein, le questionnement, les interviews de Natalia Brignoli, c'est formidable parce elle a lu, elle travaille, elle est très cultivée. Enfin, bon, c'est une femme absolument formidable. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup. On s'est parlé deux, trois fois où j'ai fait des... Je trouve ça absolument extraordinaire. ça, je peux partir. C'est merveilleux. Et puis, dernier point important, parce que je veux aussi saluer Lionel. Quand on vient faire une conférence ici, on a la chance de dormir ici. C'est ce petit hôtel, parce que c'est pas une chambre d'hôte, c'est pas des maisons d'hôtes, c'est vraiment un hôtel et c'est absolument une merveille. Voilà. Je tiens à dire ça, c'est tellement bien tenu. D'ailleurs, on a envie d'y passer. Oui, s'il n'y avait pas eu le Covid, je serais venu ici d'ailleurs cet été parce que j'avais dit à ma femme, j'ai un petit hôtel formidable. Parce que le gros problème à Avignon que j'aime beaucoup, c'est le théâtre quand on va, comment dire, quand on suit le festival. Et puis voilà, on va au resto, on se pète un peu la gueule, et puis après on voit la pièce, et puis après on rentre un peu bourré. C'est toujours, enfin c'est très angoissant, et on ne sait pas qui va prendre la voiture. Enfin c'est très compliqué parce que en fait j'ai jamais trouvé des très bons hôtels. Il y en a un que j'ai beaucoup utilisé, le Métropole, mais enfin il y a que des gens que je connais, donc. Tandis ici, c'est une petite merveille, donc je reviendrai, c'est merveilleux. Je vous le conseille à vous aussi. Voilà, merci. Super. Il y a le vin qui est bon aussi, je peux en dire. Le vin est pas mal aussi. Oui, voilà. Mais le vin, c'est pour tout à l'heure. Donc, on parlera du vin d'ailleurs. On va parler du vin tout à l'heure. Donc, ce roman, alors 33 chapitres, 33 jours. Je sais que pas mal d'entre vous l'ont déjà lu avant. Ça, c'est extra. J'aime bien quand les gens ont déjà lu avant. Donc, ça se passe à Marseille. Franchement, c'est la moindre des choses, ils ont eu le temps. Hein. Il est sorti. Oui, mais enfin, c'est pas le cas Enfin, à il est chaque fois. sorti fin Là, mai, oui. soi-disant, parce que Mais oui, mais comme oui, il y avait mais le Covid et que la distribution ne marchait pas, c'est ça. en fait, Voilà. il est sorti. Avec Je me du souviens que. retard, autour du mois de juin. Ouais, fin Moi, je l'ai juin, reçu, début juillet. Fin juin, début je juillet. l'ai reçu en août, moi, voilà. Je crois qu'Amazon l'a reçu début juillet. Enfin Ok, voilà, voilà. c'était un peu compliqué. Alors, c'est un roman. Alors, je vais faire le pitch quand même pour ceux qui l'ont pas lu. C'est un Mais il a roman. bien marché quand même. Il a bien marché quand même. Mais Il continue, il continue. c'est aussi un conte philosophique. C'est-à-dire, c'est un conte qui dénonce avec, je dirais, avec férocité, avec humour, l'évolution de notre société, qui parle du déclin de l'Occident, qui s'inspire aussi de la crise actuelle. C'est aussi une histoire d'amour dans une ambiance apocalyptique de fin du monde. Donc on est à Marseille, il y a la canicule, il fait 40-50 degrés. Ça va Et bientôt venir. Hein, ça va bientôt venir. Voilà, c'est proche de la Ce réalité sera pour finalement. nos enfants, mais Et on est on dans sera parti d'ici là, heureusement. on est dans un climat compris. politique quand même particulier d'interdit. Alors il y a des commissions morales, il y a des donneurs de leçons qui interdisent, qui sont sur la culture, ça on y reviendra tout à l'heure, et il y a un président élu à vie. Alors ma première question, je voudrais savoir si vous avez retravaillé ce livre pendant le confinement en vous inspirant de la crise actuelle, ou est-ce que vous avez été rattrapé par la réalité, ou est-ce que vous êtes visionnaire? Voilà. Alors, quand on commence à écrire un livre, c'est toujours une aventure. Je vais citer la phrase de mon maître, Julien Green, qui disait toujours « J'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans ». Moi, j'écris, et j'écris très facilement. Et je suis désolé, Nathalie a dû recevoir des tas de connards qui disent qu'ils souffrent beaucoup devant la page blanche. Et moi, j'ai toujours envie de leur dire bah, connard, t'as qu'à pas écrire. Moi, j'écris dans la joie, dans le bonheur. Et bon. Après, je reconnais qu'il y a une deuxième phase
qui est toujours un peu compliqué, c'est de relire, de corriger, de couper, de retravailler, souvent de changer l'ordre des chapitres. Enfin, il y a tout un travail très ingrat que je n'aime pas du tout, mais que je fais parce que sinon, il n'y a pas de livre, on ne le fera pas. Si... Et donc, j'écris plutôt dans la joie, mais c'est vrai, je ne sais pas où je vais. Et c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très précis, c'est que ce livre, en fait, je l'ai écrit au départ à la première personne, mais j'étais Antoine Bradsock, un personnage que vous avez peut-être lu, c'est un livre qui avait bien marché à l'époque, c'était Un très grand amour, où c'était une sorte de double de moi-même totalement ridicule, enfin encore plus ridicule que moi, si c'est possible. Et donc je me moquais de ce personnage, et en exagérant, bien entendu. On peut parler de tas de détails, évidemment, qui étaient faux, qui étaient inventés. J'ai jamais fait pipi à l'Élysée, sur les tapis de l'Élysée, pendant que Sarkozy me remettait la Légion d'honneur que j'ai toujours refusée. Donc voilà. Donc tout ça a été... Bon, il y avait plein de petites choses comme ça, de petits détails. Et je m'amusais, quoi. Et là, j'ai commencé de la même façon. Et puis, en fait, je me suis dit non. Ce personnage, en fait, c'est-à-dire moi-même, en plus ridicule encore, ne me plaisait pas tant que ça. Et j'ai décidé d'introduire une nouvelle narratrice. Cette femme, au départ, qui n'était pas la narratrice. Oui, donc c'est vous qui parlez du point de vue de la femme. Et puis, comme l'ont remarqué un certain nombre de mes amis, oui, c'est toi la gonzesse, comme d'habitude d'ailleurs, parce que souvent j'aime bien prendre la voix d'une femme. Et donc j'ai écrit ce roman en étant Diane, c'est-à-dire cette femme qui est un mélange de sang noir, arabe et blanc. Et je vais avoir des problèmes d'ailleurs avec la maréchaussée idéologique, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit, en tout cas aux États-Unis, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas de votre couleur. Ça va venir en France, parce que toutes les conneries américaines viennent en France à un moment donné. Et donc ça viendra. Justement, est-ce que ça a été facile de vous... Qu'est-ce qu'il y a de féminin? Pourquoi vous vous sentez plus proche des femmes? Bon, c'est vrai que vous parlez de cuisine. D'ailleurs, à la fin du livre, vous donnez des recettes de cuisine. Je suis une femme, c'est-à-dire je fais pipi assis déjà, c'est important. Je pleure souvent au cinéma. Non, je suis une femme, j'adore l'opéra. Oui, je suis une femme, définitivement. Et vous faites la cuisine? Oui, je ne pense qu'à ma mère, qui est morte déjà il y a longtemps. Je parle tout le temps de ma mère. Enfin, mes femmes ne sont pas toutes jalouses, parce que j'ai eu quelques femmes dans ma vie. Et ne sont pas toutes jalouses, mais elles sont souvent très jalouses de ma mère, mais parce que même morte, je continue à vivre avec elle. Voilà, je suis une femme, quoi. Et quand je fais un dîner avec mes amis, j'ai 2-3 amis très chers et très proches, mais j'ai aussi 2 femmes qui sont très très proches. Voilà, c'est comme ça, quoi. Il y a peu de mecs comme ça, parce qu'en général, vous dites aux mecs quels sont tes meilleurs amis. Je sais que moi, j'en ai 4 et il y a 2 femmes. Enfin, 1 sur 2, c'est vraiment la parité. Donc l'histoire est racontée du point de vue de Diane, oui, la absolument. femme. Et comme vous disiez, on retrouve Antoine Bradsock, qu'on avait déjà connu dans Un très grand amour. Sauf que là, il a un peu empiré quand même. Ah oui, oui. Alors il est plus ridicule. Enfin, il est assez pathétique en même temps. Ouais. Il est malade, il est assez lâche. Je vais vous lire un petit passage. Hein. Les hommes prennent très cher globalement dans le livre. Enfin, après, toujours il y a des personnes... d'ailleurs, toujours. Parce que dans Un très grand amour, ça avait été horrible puisque le livre avait eu un gros succès, mais uniquement chez les femmes. C'est ce que m'avaient dit plusieurs libraires. Mais ils me disent incroyable, votre livre d'habitude, les femmes achètent vos romans, et là, personne. Et c'est vrai que je pense à tellement déplu aux hommes que j'ai reçu 2 lettres d'insultes particulièrement gratinées d'hommes. Parce que c'est vrai, je me foutais de la gueule de l'homme qui est, dans ma définition, définition dont je suis assez fier, je cite assez souvent, parce que j'aime bien me citer comme les vieux cons. L'homme est le seul animal de la création qui a sa queue devant et qui court après. Et je pense que ces messieurs ici me comprendront. Et je pense que ça correspond tout à fait à la définition de l'homme. Et je pense que les dames seront d'accord. Je vais vous lire un petit passage. Même dans les moments de désarroi, même quand il disait des choses sérieuses, il semblait tout prendre à la blague. Émanait de son visage en plus la conviction enfantine qu'il était irrésistible. Ça m'émouvait. La grande différence entre les hommes et les femmes est que les premiers se croient toujours séduisants quand ils ont les dents grises, le teint jaune et le crâne déplumé. Même à l'article de la mort, ils ont souvent 20 ans dans leur tête. Les femmes, elles, sont toujours plus réalistes sur cette question, comme sur les autres. C'est très vrai, non? Je trouve que les femmes pourraient applaudir, d'ailleurs, parce que c'est une belle phrase. Non, mais c'est très vrai. J'ai écrit ça sans... Et quand j'écris en tant que femme, attention, je me vois comme homme. Quand je dis que je suis une femme, c'est vrai que... Mais je suis homme parce que je suis homme avec tous les défauts des hommes. Mais
je sais que ces défauts-là, les hommes n'aiment pas qu'on en parle, mais Ah c'est oui, la vérité. vous Ça, faites vous pas un savez très portrait bien. très La flatteur. femme est beaucoup plus Bien sûr, réaliste. bien La sûr, femme est quoi. réaliste. Et l'homme, il se met toujours sur un piédestal. Mais c'est le problème de la testostérone. Alors, Heureusement, les femmes n'en ont pas. le personnage d'Antoine Bradsock, c'est aussi un personnage multiple, contradictoire. Il a un côté rebelle, mais en fin de compte, il aime les honneurs. Alors, il fait partie d'une commission de censure, on y reviendra tout à l'heure, la commission Bunel. Je voudrais savoir, en fait, par rapport aux honneurs, est-ce que vous avez évolué dans votre relation aux honneurs, au pouvoir Ouais. Jean d'Ormesson avait dit une phrase dont je ne me rappelle plus à propos des honneurs. Et c'est vrai, c'était un peu pour s'excuser de les aimer autant. Moi, franchement, ça m'a jamais intéressé. Je ne sais pas pour quelle raison. Sans doute parce que j'ai été élevé à la ferme, contrairement à Jean d'Ormesson, au milieu des fermiers. C'est un homme de la terre. Dans la mort, avec la mort autour, la mort qui rôde, les bêtes qu'on tue, etc. J'ai été élevé là-dedans, et c'est vrai que j'ai tendance à ricaner. Quand j'étais très jeune journaliste, je me souviens, j'avais 20 ans par exemple, ça m'est arrivé devant des hommes politiques particulièrement infatués d'avoir des fous rires. Même une fois, je me souviens, c'était très gênant devant Bérégovoy, qui était secrétaire général de l'Élysée à l'époque. J'ai une espèce de fou rire, je lui expliquais, excuse-moi, je pensais à je sais pas quoi, etc. Parce qu'il était tellement ridicule et fat, et qu'il m'avait demandé de s'asseoir avec lui sur un canapé. Là, il venait d'arriver au pouvoir avec Mitterrand. Et il montrait son album photo où il y avait lui avec le sous-secrétaire d'État chinois, lui avec le ministre des choux farcis de Corée du Sud, lui avec, etc. Bon, bref. Et au bout d'un certain temps, j'en pouvais plus, quoi. J'ai ri, on serait cru dans un film de Jerry Lewis, quoi. Vous voyez, j'étais complètement... j'étais pris de... Donc, j'ai quand même toujours l'idée de... Oui, vanité des vanités. Vous savez, il y a un truc très important que je ne fais plus, d'ailleurs. Parce que maintenant, je suis plutôt sur d'autres lectures. Il y a chaque époque, comme ça, on a tous la même chose. C'est-à-dire, on va plutôt vers des livres le soir, et ça change. Et moi, c'était une époque, je me souviens, c'était l'Ecclésiaste, quelque chose qu'il faut lire. Vanité des vanités, tout est vanité, mais c'est tellement ça. Et l'homme le refuse. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai toujours refusé la Légion d'honneur. C'est très simple. Moi, j'ai eu 3 propositions, 3 demandes. On m'a dit, voilà, Et pourquoi vous des en trucs fichez officiels. Non, c'est pas que je m'en fiche, je trouve que je suis indigne de ça. Je respecte tout à fait les gens qui ont la Légion d'honneur parce qu'ils ont fait des trucs, parce qu'ils En ont même sauvé temps- un gosse ou parce qu'ils ont fait la guerre. Moi, j'ai un grand-père qui a fait Verdun et qui refusait la Légion d'honneur parce qu'il disait que Verdun, c'était dégueulasse, avec Pétain, ce con, enfin, il se mettait en colère. Il était brancardier, et il courait au milieu des lignes ennemies, et c'était quelqu'un d'extrêmement courageux physiquement. Il l'a prouvé pendant la guerre de 39-40, c'était un grand résistant, etc. Bon. Comment voulez-vous, après, moi j'ai pas connu de guerre, rien, comment je pourrais oser accepter? Mon père, lui, était bardé de décorations parce qu'il avait fait le débarquement, il était GI, il avait fait le débarquement au Omaha Beach, c'était compliqué, etc. Il avait toutes les décorations possibles. Les gens, ils les avaient laissées dans un truc, et d'ailleurs, elles ont été volées, à pourrir, à rouiller, parce qu'ils disaient, mais de toute façon... tout ça, non, je veux dire, j'ai été élevé là-dedans. Donc, vous voyez, je pense que c'est important d'avoir du recul. Et les honneurs, il n'y a rien de plus ridicule. Ça me fait de la peine, vous voyez. J'ai souvent des amis qui ont la Légion d'honneur, et, enfin ça m'arrive. Ça ressemble toujours un peu à un enterrement de son vivant, c'est-à-dire, c'est que, vous voyez, les gens font les éloges funèbres un peu, c'est un peu ça. Ils disent, voilà, toi, même parfois la femme peut dire un petit mot après, etc. Et ça ressemble vraiment à une mort de son vivant. Mais je pense que... Ce recul, vous l'aviez déjà quand vous étiez, par exemple, directeur des rédactions du Figaro. Vous avez dirigé les grands titres, le Point, Nouvel Obs. Vous avez toujours eu cette attitude. Toujours. C'est connu, ça. De toute façon, j'ai la Légion d'honneur, vous pensez bien, ils m'ont pas proposé dans la même année. C'était sur 30 ans. Et à chaque fois, j'ai dit, mais non, enfin, c'est même pas la peine d'y penser. De toute façon, j'ai même écrit une lettre à l'officier de la Légion d'honneur, la grande adresse, pour dire que si jamais on me l'a filé sans que je sois au courant, il paraît que ça arrive très rarement, je dirais que je la refuse. Je dirais que je la refuse. Oui, parce qu'il paraît que ça peut arriver. Enfin, certaines personnes disent qu'elles ont reçu et qu'elles n'avaient pas demandé. Contre leur gré. Ouais. Parce que, bon, enfin, moi, en tout cas, les 3 fois où on me l'a proposé, ils ont appelé officiellement, ils m'ont écrit une lettre, etc. Et j'ai dit non, non et non. Voilà. Je dis ça, moi, en tout temps, je suis très fier d'avoir... J'ai 2 décorations que je ne sais pas très bien où elles sont, mais il faudrait que je les retrouve. J'ai quand même comment ça dire, je suis chevalier du melon de Cavaillon. Et oui, et je suis grand officier ou je sais pas quoi
des fromagers de l'ordre de Saint-Tucuzon, un truc comme ça. Et j'en suis fier, parce que dans les deux cas, j'ai fait des choses, c'est-à-dire je défends partout mordicus dans tous les restaurants le melon de Cavaillon. Et vous avez un prix pour ce livre, hein, je crois, là, récemment. À Cavaillon, non. Non, pas le melon de Cavaillon. Non, pas le melon de Cavaillon, autre chose. Non, ni non plus les fromagers de Saint-Tucuzon. Non, j'ai eu un prix... Oui. J'ai le prix de Cabourg, oui, j'ai des prix le prix de Cabourg, ça, voilà, oui, le prix de Cabourg, oui, il me semblait. Oui, j'ai pas encore reçu. Je voudrais vous faire réagir sur un passage qui m'interpelle. J'ai pas encore été, j'y vais dans 15 jours si c'est pas annulé. Bon, ça va. Toujours Antoine Bradsock. Nous ne sommes jamais seulement nous-mêmes. Ce serait trop simple. Nous avons tous un secret, quand ce n'est pas plusieurs, qui nous ronge tout au long de notre vie et que nous emportons dans la tombe. Parfois, c'est une brindille dans la chaussure, mais il arrive aussi que ce soit un boa constricteur. Ou bien il vous vide de tout, vous transformant en chiffre-molle, ou bien il décuple votre énergie et vous sortez de son étreinte fort comme la mort. Le secret d'Antoine Bradsock appartenait à la deuxième catégorie. Au moins 12 personnages cohabitent en nous, avais-je découvert un jour dans le journal de Julien Green qu'il m'avait fait lire. Écumeur de pissotière et catholique fervent, l'auteur de Léviathan avait un faible pour le fou. Mais en chacun de nous, il y a aussi un innocent, un assassin, un couillon, un cynique, un sale gosse, etc. Sans oublier une femme chez l'homme et un homme chez la femme. C'est très vrai, ça, non? Vous pensez pas? Ah si, absolument. Je pense que l'idée qu'on est tous multiples. On est multiples. Et puis, il y a des choses qu'on cache et qu'on ne pourra jamais dire. Il y a une très belle phrase que je cite à un moment donné de Lord Byron là-dessus, qui est juste magnifique, avec l'idée de l'épée dans le fourreau, qu'on va jamais sortir du fourreau. Et je pense qu'il y a des choses, oui, on a tous comme ça des secrets, c'est des masques tellement personnels. Oui, bien sûr, c'est des bien masques. sûr. Et même moi qui essaie toujours de dire le maximum de choses. Même vous qui êtes sans filtre. Oui, mais je suis sans filtre parce que j'ai été élevé par une mère sans filtre, voilà. Et qui m'a d'ailleurs très très bien élevé. Parce que, par exemple, quand j'ai été violé, c'est devenu un sujet de blague et de discussion. Ça n'a pas été... Ce qui fait que j'ai pas été traumatisé. Je dis pas que le viol ne traumatise pas. Bien au contraire, je vois ça tout le temps autour de moi sans arrêt. Moi, j'ai réussi à... Enfin, grâce à ma mère, j'étais jeune, j'étais enfant, et grâce à ma mère qui a vraiment... C'était sur la place publique, c'est devenu un sujet de rigolade. Et du coup, j'ai rien ressenti, rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est très important. C'est très important de tourner parler, en dérision, de tourner en raison, de dire les choses. Ma mère était prof de philo, lectrice de Piaget, de Jung, etc. Catholique. Catholique hystérique. Mais bon, elle m'a beaucoup marqué, c'est clair. Alors, le personnage d'Antoine Bradsock, c'est vrai qu'on a dit qu'il était malade, mais en fait, il est souvent fatigué, puis il boit beaucoup. Il boit beaucoup, quand même. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être m'arrêter de parler, parce que je trouve que ça fait... J'étais puni, là, je sais pas, il y a plus de... Il n'y a personne qui boit. Non, mais je pense que je vais m'en aller, si ça... Je sais pas si... Donc, il boit beaucoup, et puis il dit, quand ça va mal, je bois. Quand ça va bien, je bois aussi. Bah, vous non plus, non? Mieux vous vaut aussi, non? Vous faites ça, tout le monde fait ça, non? Bah, il y en a qui vont se sentir visés, ça. Mieux vaut se noyer dans un verre que dans la mer, le chagrin ou le ressentiment. Il dit aussi, plus les hommes avancent dans l'âge, plus ils régressent, en tout cas en amour. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, vous le disiez déjà dans Un très grand amour. Dire, oui, je peux le dire. J'ai l'âge qu'il faut pour le dire. Vous le répétez. Oui, mais j'ai bien constaté. Dans Un très grand amour, on disait, quand l'amour est heureux, vous êtes ridicule. S'il est malheureux, vous l'êtes plus encore. Dans les deux cas, c'est du radotage. Oui, tout à fait. Tout à fait, je pense que c'est toujours la même histoire et ça recommence toujours. Ça, je peux dire, c'est la personne qui a eu plusieurs femmes dans sa vie. On revit toujours la même chose. On revit toujours la même chose. On revit éternellement la même chose. C'est toujours la même histoire. C'est ridicule. C'est pour ça que voilà, faut prendre une femme et on la garde, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait tardivement, mais ce que je fais maintenant depuis. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Alors, je voudrais revenir. Alors, il y a un climat politique quand même très particulier puisque dans ce livre, on a un président élu à vie. Il y a un parti unique du bien, PUB, parti unique du bien. Déjà tout ça. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression d'être dans un conte surréaliste, mais on a l'impression d'être à quelques centimètres finalement de la réalité. Parce que la vérité, c'est que j'ai commencé ce livre au printemps 2019 et que j'ai eu le sentiment assez souvent d'être rattrapé par la réalité. Par exemple, quand il y a eu la cérémonie des Césars, le livre était fini. Et quand j'ai vu tout ce cirque autour de Polanski, oui, j'avais trouvé l'idée de la journée de dépolanskisation dans le monde. C'est-à-dire, voilà, c'était une journée de dépolanskisation. Il y avait, par exemple, il n'y avait pas encore cette affaire aussi de Woody Allen, dont un grand éditeur américain avait dit qu'on ne peut pas les publier. Alors que Woody Allen n'a rien fait, je veux dire, légalement
répréhensible. C'est ça qui est absolument fascinant. Bon, piquer la fille adoptive de sa femme, moi, personnellement, je ne trouve pas ça terrible, moralement. Juridiquement, il n'y a rien à redire. Il n'est poursuivi par personne. Il avait le droit de faire ça. Il avait le droit. Même moi, je ne m'arrogerai jamais ce droit. Mais il avait le droit de faire ça. Bon, vous avez vu ce cinéma hallucinant aux États-Unis quand il a annoncé qu'il publiait ses mémoires. Il n'avait pas le droit à la parole. Et puis ces films, d'ailleurs, de toute façon, aux États-Unis, ne marchent pas parce que il y a une espèce de comme ça de ceinture. Est-ce que c'est une ceinture de sécurité sanitaire, de chasteté, je ne sais pas. Mais enfin bref, il ne peut pas s'en sortir. Et c'est vrai que bon, je raconte une histoire qui va arriver un jour. Il décide de se faire enterrer en France. Parce que finalement, la France l'aime bien, elle l'a prouvé, parce que c'est là que ces films ont du succès, et il est très heureux. Enfin, on le voit souvent en France, il aime beaucoup la France. Et puis, bon, comme ça tombe et sans arrêt saccagé, eh bien, la mairie de Paris, courageusement, décide de le mettre dans la fosse commune. Voilà. Mais ça, on n'est pas loin de ça. Et parce que, de toute façon, toute cette énorme connerie... Le politiquement correct est une invention des États-Unis dans les années 70. On est en France en plein dedans. Et maintenant, il y a pire que ça. C'est-à-dire, on est allé beaucoup plus loin. Et tout ça arrive, et c'est déjà à moitié ici, à travers tous ces mouvements d'indigénistes, etc. Et voilà. Et ça, c'est la réalité qu'il faut voir. Moi, c'est vrai que quand j'écris ce livre, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Mais ça va très, très vite. Très, très vite. Et j'ai l'impression souvent, d'ailleurs, qu'on est devenu une province américaine. Moi, j'étais très frappé par l'affaire Floyd, où, d'abord, l'affaire Floyd, c'est très compliqué parce que quand on lit l'histoire dans les journaux, les journaux américains, c'est les enquêtes, c'est une histoire quand même très compliquée. Mais aujourd'hui, l'information se fait plus tellement à travers la presse. On va pas raconter l'histoire en large. L'histoire, elle se fait à travers les réseaux sociaux, à travers quelques images à la télé. Et donc, finalement, on peut rien dire. C'est-à-dire que voilà, l'histoire de Floyd, c'est quelqu'un qui a été assassiné par un policier. Ça devient, bon, tous les policiers veulent assassiner les personnes de couleur. Et ça devient en France comme aux États-Unis. Alors qu'on sait très bien que en France et aux États-Unis, c'est pas tout à fait les mêmes procédures. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas le port d'armes dans un certain nombre d'États, qui fait que les policiers, quand ils vous arrêtent, sont assez terrorisés. Il y a des tas de procédures. Ils s'éloignent, ils regardent, ils vous demandent de sortir. Enfin, tout ça est très compliqué, quoi. Et moi, j'ai vécu pas mal aux États-Unis. J'ai été arrêté plusieurs fois, et c'est vrai que c'est une épreuve, quoi. C'est un peu dur. J'ai été en France aussi arrêté plusieurs fois, et même parfois pour des fautes graves. Enfin, c'était il y a très longtemps. Il y a prescription d'excès de vitesse. Bon, bah, quand même, c'est tout à fait une autre paire de manches, hein. J'étais beaucoup mieux traité en France pour un excès de vitesse un peu dément, je le reconnais, mais j'avais un avion que je voulais pas rater. Et aux États-Unis, pour un excès de vitesse vraiment je sais pas, 5 miles par rapport à la vitesse, tout ça c'était il y a très longtemps, il y a prescription, et ben, franchement j'en ai pris plein la gueule. En plus c'est violent, ils vous arrêtent, ils vous menottent. Puis coups de pied au cul, etc. Non, voilà, les menottes et tout, enfin c'était horrible, c'était pas sympa. Alors on a aussi dans le livre des choses qui nous étonnent à moitié, mais on se dit ça pourrait arriver. On a une chancelière allemande qui est une transgenre musulmane, par exemple. Donc, on se dit, mais pourquoi pas ? Bien sûr. Et puis, alors moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a une commission Bunel. François Bunel, tout le monde connaît la grande librairie. Donc, il prend quand même très cher. François, bon, moi, j'étais ravie parce que personnellement, il m'insupporte. Donc, ça fait beaucoup rire. Donc, c'est vraiment très drôle. Bon, la commission Bunel... C'est très con de ma part parce que tous mes amis m'ont dit, mais pourquoi t'as fait ça ? Il ne va plus jamais t'inviter. Oui, mais voilà, il va jamais... Oui, mais forcément... Parce qu'il m'a invité quand même. C'est une façon de se tirer une balle dans... Côté con. Donc, la commission Bunel qui établit la liste des auteurs à mettre à l'index. Donc, tous les écrivains interdits. Oui, alors... Mais on se dit qu'on n'est pas... Alors, Bunel, qui m'en veut certainement, il faut qu'il sache que quand même, je suis, puisque c'est moi, Antoine Bradsock, dans le livre, je suis membre de cette commission et je suis d'une lâcheté ainsi. Voilà, Antoine Bradsock puisqu'un certain nombre de mes amis ou des gens que j'admire, j'ai voté pour leur proscription, quoi. Absolument. Alors, dans les écrivains interdits, je vais en citer quelques-uns. C'est quand même... On a Aragon, Céline. Aragon, c'est normal, les crapules staliniennes. Malaparte, oui. Finkielkraut. On a Onfray, on a Gide, on a Chateaubriand, Houellebecq, bien sûr. Alors, Houellebecq aussi, bien sûr, Houellebecq prend très cher. C'est obligé. Et on a Muret aussi, Philippe Muret. Alors,
pour ceux qui n'ont pas lu, j'ai relu il n'y a pas très longtemps L'Empire du bien. Qu'est-ce que c'est bien, ouais. Qu'est-ce que c'est bien. Et ça date d'il y a 20 ans, 1991. Ouais, c'est bien. Et déjà à l'époque, c'est d'une modernité incroyable. Ah, Il fustige, il dynamite vraiment toutes les idoles, tout le politiquement correct. Et ça date d'il y a 20 ans. Donc on se dit, c'est incroyable. Là, c'est vraiment visionnaire, quoi. Donc on est dans un monde probable, finalement. Mais ce que je vous dis là, c'est On y est. Bunel n'est qu'un instrument, une façon de dire les choses, mais vous avez aujourd'hui, contrairement à ce qui pouvait se passer avant, comparé par exemple les émissions de Pivot il y a longtemps, vous avez des listes noires, c'est-à-dire des gens que de toute façon vous ne pouvez pas inviter, qu'on n'a pas le droit d'inviter, le système interdit. Mais c'est juste hallucinant. Quand on pense à Pivot, Moi, qui faisait des mélanges de genres incroyables. Moi, j'étais pas encore dedans. Il est possible qu'avec ce livre, je sois désormais dans la liste noire. Mais je m'en fous, c'est mon côté irresponsable. Mais c'est vrai qu'il y a en France aujourd'hui, c'est clair, en matière de. Vous voyez, moi, ce qui me frappe. Je vais citer une histoire. Le prix Renaudot a donné malencontreusement le prix de l'essai il y a quelques années à un livre de Gabriel Matzneff. Bon. Il y a quelques années alors. Oui, j'étais dans le jury. Ouais. Et on m'interroge là-dessus à la télé. Je réponds, je dis c'était une énorme connerie. On a fait ça parce que voilà, le prix du roman, c'est toujours une grosse discussion avec des insultes, etc. Il y a un véritable enjeu. Et quand arrive le moment du prix de l'essai, tout est un peu retombé. Et là, c'est vrai il y a beaucoup moins d'attention. Les gens parlent d'ailleurs entre eux. Enfin, il y a moins de discussions autour des livres, même si les livres ont été lus. Et c'est une connerie. C'est pas excusable. C'est une connerie, etc. Je dis ça. La dame me dit, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait poser le problème des écrits de Matzneff et de tous les auteurs pédophiles C'était en quelle année, ça? C'était l'année dernière, je pense. L'année dernière. C'était il y a 2 ans, je sais pas. Et je réponds, oui, mais si on rentre là-dedans, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a des grands écrivains qui étaient du XXe siècle en France, qui étaient notoirement pédophiles, je pense à André Gide. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut aller chercher tous les livres dans les bibliothèques et les brûler? Puis même un problème, regardez la philosophie grecque. La philosophie grecque, il y avait comment dire, c'est tout à fait répréhensible, et moi ça m'a jamais plu et ça ne me plaît pas. Mais bon, il y avait un rapport à l'enfant en Grèce qui était, disons, assez particulier. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la philosophie grecque? Mais j'en ai pris plein la gueule. Oui. Et j'étais frappé, ça c'était les réseaux sociaux, j'étais frappé, les gens disaient, mais non, mais il faut supprimer tout ça. Donc voilà, c'est ça. On vit dans cette société, ça vient pas d'en haut, vous voyez ce que je veux dire? C'est un mouvement qui vient à la fois d'en haut par lâcheté et d'en bas par suivisme et par... oui, c'est le côté, ce que Rabelais appelait très bien la moutanaille. Et la moutanaille, elle veut faire ce qu'on fait aux États-Unis. D'ailleurs, moi j'ai été frappé, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes au moment de l'affaire George Floyd, et quand je les entendais, il me semblait qu'ils avaient l'impression qu'ils vivaient en France comme aux États-Unis, c'est-à-dire à force de regarder Netflix tous les soirs, ils ont l'impression que la France c'est l'Amérique. Justement, je voudrais rebondir là-dessus parce que l'écrivain américain que vous connaissez bien, Bret Easton Ellis, dans son dernier essai White, très bon livre, très bon livre, dit exactement ça sur en fait, les écrivains, finalement, la morale et l'esthétique. Et je trouve ça vraiment... Lui-même, d'ailleurs, défend, qui est lui-même homosexuel, critique énormément le gay. Enfin, il estime... il n'a pas envie d'être classé dans ce... Bon. Et il dit « Toutes les œuvres d'art sont un produit de l'imagination humaine, créé comme tout le reste pour des individus faillibles et imparfaits. Que ce soit la brutalité de Sade, l'antisémitisme de Céline, la misogynie de Myler ou le goût pour les mineurs de Polanski, j'ai toujours été capable de séparer l'art de son créateur et de l'examiner, de l'apprécier ou pas sur le plan esthétique. » Je trouve que tout est dit. Hein. Il faut venir à Avignon, écouter Natalia Brigoni pour entendre ça, et c'est juste absolument formidable. C'est-à-dire que c'est le drame que nous sommes en train de vivre. Parce que, par exemple, la misogynie de Meller, que j'ai bien connu, Norman Meller, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup connu, enfin même on a correspondu, on s'est souvent vu, etc. Norman Meller, auteur de quelques chefs-d'œuvre, je pense, je sais pas, on pourrait pas les citer tous, mais il y a le Parc des Cerfs, il y a l'histoire de Gary Gilmore. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de livres absolument magnifiques. Puis il y a Un rêve américain que je vous conseille, qui est une sorte
bouquin dostoïevskien ricanant. Bon. Lui, il est misogyne. Mais comment dire, il en fait un numéro. Mais est-ce qu'il est misogyne? Je ne sais pas. Il polémique avec les féministes, Kate Millett à l'époque. C'est d'ailleurs des débats très modernes. Non, mais c'est même pas d'écrire bien. C'est que, est-ce que c'est le fond de sa pensée? Est-ce qu'il est fondamentalement misogyne? Est-ce qu'il essaye pas de, comment dire, oui, d'inventer quelque chose à partir de là? C'est la même chose. Alors, attendez, je dirais pas, comme j'ai lu les bouquins dégueulasses de Céline, je dirais pas la même chose de Céline. Mais c'est pas parce qu'il a écrit 3-4 bouquins immondes et dégueulasses et qu'à partir d'une certaine époque c'était un personnage immonde que ça efface pour autant ces chefs-d'œuvre que sont Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit, qui sont des bouquins. Écoutez, Aragon, crapule stalinienne, évidemment, crapule stalinienne, il avait les prix Staline, les prix trucs, il a léché le cul de tous ces salopards avant de condamner l'invasion de Tchécoslovaquie. Enfin, c'est quand même... pour moi, c'est le plus grand poète français. J'écris... Vous savez, pendant le Covid, par exemple, avant de... Bon, qu'est-ce que le Covid? Les premières semaines étaient peut-être un peu dures pour certains d'entre vous. Ouais, je crois que bon, beaucoup de jaja. Et puis surtout, moi, j'avais un truc, j'étais tout seul. Ma femme était à Paris, on était confinés comme ça, on s'appelait. Il y avait beaucoup de jaja. Et puis à un moment donné, je sais pas, vers 8-9 heures du soir, je commençais à déclamer des textes. Je sais pas, les voisins pensaient que j'étais complètement cinglé. À haute voix d'Aragon. Par exemple, j'ai pris par exemple ce recueil Les Poètes, qui est absolument sublime. Je déclamais ça et je chialais au bout d'un certain moment. Et c'est pas à cause, c'était pas l'effet de la jaja, c'est juste parce que c'était tellement beau. Et un poème qui s'appelle Second Intermède, mais c'est d'une beauté, mais c'est aussi beau qu'un morceau de musique quand on le récite, c'est magnifique. Et oui, donc finalement le Bruxelles. Voilà, alors oui, bah, il était stalinien, oui, oui, alors, bon, bah, voilà. Oui, bon, voilà, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? On est sidéré par la bêtise de l'époque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? C'est la morale. Qu'est-ce qu'on va faire d'Aragon? Mais moi je suis pour la morale. Moi, je mets plus haut que tout. Je sais pas, Simone Veil avec un W, la philosophe que j'adore. Je connais par cœur toute une série de citations. C'est un personnage absolument magnifique. Bon, il y a des gens, Blaise Pascal aussi, tout ça. Mais oui, on peut citer, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que oui, là, on est dans une morale qui veut purifier. Oui, mais là, voilà, exactement. Et si vous voulez, ces gens-là. Il y avait aussi une belle face à un moment donné quand ils ont écrit ça. Voilà. Moi, j'ai toujours tendance à penser que, vous savez, écrire, ça vient d'ailleurs. On est quelqu'un d'autre quand on écrit, c'est-à-dire, il y a une histoire très drôle que j'adore. Je dis toujours, c'est mon maître Julien Green, mais c'est vrai que c'était mon maître. Et il y a une histoire très drôle avec son petit humour. Un jour, un journaliste, je ne veux pas citer son nom, mais c'est un type qui était tout à fait respectable, du quotidien de Paris, mais enfin bon, si on fait une enquête, on retrouve vite son nom. Mais c'était vraiment un bon critique. Et il lui avait dit, mais alors, qui écrit vos livres finalement? Et il avait répondu de sa petite voix flûtée, avec son petit accent, vous savez pas, c'était un Américain, et il avait été élevé en France, mais il avait un léger petit accent. Et il disait, toujours un peu dans l'understatement britannique, et il disait, ce n'est pas moi qui écris mes livres, c'est un autre. Bon. Et ce con de journaliste pensait que c'était un nègre. Enfin, il a révélé qu'il était un nègre. Parce que, en fait, Green disait toujours oui, j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Il disait toujours, mais c'est pour moi qui écris mes livres. C'est évidemment, c'est une voix qui me les dicte. Et la voix, c'était celle du personne. C'est pour ça que c'est merveilleux d'écrire. Je vous disais tout à l'heure, le bonheur d'écrire par rapport à tous ces connards qu'elle reçoit qui vous disent qu'ils souffrent. Moi, je souffre pas du tout. Mais je vois encore un écrivain là qui a beaucoup de succès en ce moment qui disait j'y souffre. Bon, bah, qu'il arrête d'écrire, qu'il nous emmerde plus. Moi, je souffre que quand je me relis. Je trouve ça toujours bien. J'écris des chefs-d'œuvre. Et je publie des merdes, vous savez. Enfin, c'est une formule qui résume un peu. C'est-à-dire, au moment où vous écrivez, c'est quand j'écris, c'est un chef-d'œuvre. Je ris de toutes les conneries que je peux écrire, et à un moment donné, la relecture, c'est donc je retravaille, je coupe, voilà, c'est ça. Mais vous citez des écrivains, comme Céline et tout, mais enfin sans aller chercher aussi loin, même Houellebecq a eu les mêmes problèmes. Hein. Quand il avait publié Les particules élémentaires, on lui a reproché de taper sur les femmes, sur les années 70, sur mai 68. Il s'est fait quand même incendier. Oui, bien sûr. Donc c'est tout le temps. Maintenant, on change les titres des livres. Vous avez vu,
c'est là où on voit que les mots sont importants. Bon, dernier été, Oui, vous risquez rien. Dernier ouais. été, vous êtes, ça va. Ah oui, j'ai pris titre, soin, mais je suis passé à travers, vous allez avoir comme aux États-Unis des espèces de commissions maintenant qui essaient de voir si ça peut passer à travers les gouttes les mots qui sont de interdits. toutes les communautés, Ouais. de toutes les ethnies qui auront chacune leur mot à dire, etc. D'ailleurs là, je vais très fort, je répète, parce que je me mets dans la peau d'une personne qui est métisse. C'est pas bien, c'est interdit aux États-Unis, c'est interdit. Le livre n'aurait pas été publié. En France, c'est Mais en encore même temps, publié. il faut le lire pour le savoir. Et comme beaucoup ne lisent plus. Ah oui, vous donc, avez raison, oui, c'est vrai. On juge avant de lire, oui, bien Voilà. sûr. Bon, ou alors on lit les articles des confrères pour savoir ce qu'il y a dedans. Vous dites aussi que c'est la tolérance et l'apathie qui nous mènent à la décadence actuelle. Vous pensez à quoi en particulier? L'apathie, par exemple, dans cette crise, les gens ont été dociles. Enfin, à quoi vous pensez? L'apathie, une histoire qui m'a énormément frappé, c'est l'histoire de Mila. C'est une fille, une lycéenne, qui décide comme ça, un peu énervée, de tenir quelques propos, franchement un peu simples, et pas très intéressants et pas très passionnants, contre l'islam, sur les réseaux sociaux. Énorme campagne médiatique. Bon, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, Mila a quitté son lycée. On ne sait pas trop où elle se planque. Et de l'autre côté, eh ben, ceux qui l'ont menacée de mort, et qui disent encore d'ailleurs qu'ils veulent la tuer, eh ben, ils sont là, toujours, sans problème, ils sont à l'école, etc. Voilà, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, bon, il y a eu une rectification à un moment donné de la justice, mais souvenez-vous, au départ, qu'est-ce qui se passe quand le procureur s'intéresse à l'histoire? Il va attaquer la fille. La fille, quand on regarde, c'est un discours totalement inarticulé. Moi, je n'approuve pas du tout. Hein, c'est pas ça. Moi, je suis respectueux des religions. Mais voilà. Et tout ça est accepté. C'est accepté. Voilà, c'est un peu la France d'aujourd'hui. Et c'est cette histoire-là, au milieu de beaucoup d'autres, pour moi, c'est un peu une honte. Vous voyez, cette histoire. Je veux dire, c'est vraiment, ça montre que, bah oui, Houellebecq avait un peu raison. On est rentré dans un truc où. Donc la décadence, bon, voilà. on y est. Bah, j'aime pas parler comme ça, parce que vous savez, quand on a une culture comme vous avez tous ici, on lit des choses sur la décadence française depuis la fin du 19e siècle. C'est comique. Huysmans, il en a fait des romans d'ailleurs assez emmerdants, il faut bien dire. Et puis, sans arrêt, vous avez... C'est toute l'idée, c'est toujours l'idée que nous sommes en déclin. Bon. Moi, je pense simplement que le déclin, vous voyez... Il arrive aussi à un moment donné, quand tout s'affaisse. Parce que je suis en train de travailler, par exemple, en ce moment, sur la période de la 4ème République, avec l'arrivée du général de Gaulle. Tout s'écroule. Bon, il arrive avec quelques principes simples. Et une idée très simple, d'ailleurs, c'est que je vais faire les 3-4 trucs qu'il faut faire, et je me fous pas mal de la prochaine élection. Il faut le faire comme ça. Avec son cynisme et sa rouerie, parce que c'est un type qui ne recule devant rien. On va faire aussi du nationalisme à outrance, parce qu'il faut redonner confiance dans ce pays. Et puis ça marche et ça reprend. Donc vous voyez, le déclin n'est jamais inéluctable. On a des pays qui sont tombés très bas et qui brusquement sont repartis. Je pense que la France peut toujours repartir. Simplement là, elle est descendue très bas. Et moi, mon rôle, je suis éditorialiste au point, mais je suis aussi romancier. Et à travers ce livre, ce roman, parce que c'est un roman, c'est pas du tout un essai, à travers ce roman qui est un roman comique, méchant, sardonique, cruel, tout ce que vous voulez. C'est vrai que mon idée aussi, c'était de tirer la sonnette d'alarme, parce qu'attends, mais où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais vous êtes fous, les gars. Et si vous voulez, et ce que je trouve terrible, ça, pour répondre à votre question sur la tolérance, c'est que voilà, nous sommes tous envahis par une sorte de fatalisme, comme si ça devait être comme ça. Moi, je sais pas, l'histoire de Mila, à chaque fois que j'y pense, parce que ça m'arrive souvent d'y penser à cette fille. J'ai appris que Le Point faisait la une sur elle dans le prochain numéro, et j'ai trouvé que c'est une histoire tellement... je suis plus patron du Point, je suis juste éditorialiste. Comme Humbert était là avant moi, et bon, et je suis ce journal avec... oui, je suis très... Comment dire? Je suis ça avec beaucoup d'intérêt et d'affection. Et cette histoire-là, elle me trouble énormément parce que je trouve qu'on a descendu une marche. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est... la personne qui n'a pas commis de faute, qui a juste dit des choses qui étaient, bon, à mon avis, qui n'étaient pas appropriées, qui sont pas importantes. Finalement, Je dirais presque des propos d'adolescents, vous voyez, et qui est puni
Alors j'espère pas pour la vie, parce que si c'est dans ce pays, vous voyez ce que c'est devenu, ce que c'est en train de devenir, quoi. En même temps, je voudrais revenir sur l'idée de l'apathie, de la docilité. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que enfin, on a quand même vu que des gens ont accepté d'être enfermés pendant 2 mois à la maison sans finalement tellement se rebeller. On a un pays qui est quand même de plus en plus, on a l'impression que rien n'a bougé depuis les années 70, qui est hyper centralisé, avec un ministre de la Santé qui nous parle comme à des assistés, comme à des petits-enfants. Non, mais qui est un personnage absolument ridicule, puisque voilà. Bon, la plus belle histoire, c'est quand même l'histoire de la Guyane. L'histoire de la Guyane, c'est-à-dire que la Guyane est un département français, comme vous savez tous. Hein, bon, département français, donc qu'est-ce qui se passe? On confine la Guyane, comme on confine... ils ont fait des progrès depuis quand même. Hein, mais on confine la Guyane comme on confine le Val d'Oise. C'est normal, voilà, on confine. Bon, et... à un moment donné, il n'y a plus de... Apparemment, le coronavirus est un peu retombé. Donc, on va déconfiner. Et on déconfine tout le monde, y compris la Guyane, au moment où le coronavirus arrive en Guyane. Voilà. Et ça, c'est tout à fait la France, quoi. Alors après, on règle des petits comptes, c'est-à-dire il y a 2 poids 2 mesures. Paris, c'est gentil. Marseille, c'est méchant. Donc, on va leur faire payer je ne sais quoi. Enfin, tout ça est un peu infantile. Mais... on arrive quand même aujourd'hui à une forme de décentralisation qu'il n'y avait pas au départ. C'est-à-dire au départ, c'était tous pareils. Moi, j'aime bien l'idée que voilà, ce coronavirus, il peut se gérer quand même de manière intelligente si on respecte les spécificités locales et régionales, comme l'a fait l'Allemagne. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas le dire, hein. Je suis désolé parce que je gâche un peu la soirée. Mais l'Allemagne, je suis désolé, c'est tout près, ils sont comme nous, ils sont un peu plus nombreux. Ils sont même beaucoup plus nombreux, ils sont plus de 80 000, on est plus de 60 000, enfin pas loin de 70, mais enfin ça fait quand même... c'est un pays puissant et très, comment dire, avec une forte démographie. L'Allemagne, c'est pas encore tout à fait 10 000 morts, enfin c'est autour de 10 000 morts. La France, c'est 33 000. Voilà, vous avez tout compris. Il y a un problème. Il y a un problème, je crois que M. Véran, il devrait retourner à ses chères études. Mais oui, puis en Allemagne... D'ailleurs, maintenant, il a trouvé l'utilité du masque. Parce que non, là, je porte pas de masque, je suis gêné, là, mais il y a du vent, hein, vous voyez bien, ça Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans les années 50, des gens comme Sartre ou Camus auraient porté un masque, auraient accepté d'être Moi, je enfermés respecte comme au ça, Moyen-Âge? j'ai beaucoup de respect pour moi, je suis désolé, parce que j'ai un petit côté asiatique, voilà, ça c'est l'enfance, depuis très longtemps, j'ai écrit ça tout le temps, le taoïsme, le bouddhisme, enfin, je suis très respectueux de tout ça. Et c'est vrai que je suis fasciné par la façon dont ces pays gèrent le coronavirus. Par exemple, je suis désolé de parler de ça aussi, parce que bon, tout ça, c'est l'actualité. Mais enfin, dans mon bouquin, on en parle aussi du coronavirus, on pourra en parler tout à l'heure, mais regardez les chiffres de Taïwan. Ils ont reçu la vague en pleine gueule. 7 morts. 7 morts. 7 morts. Il n'y a pas de mort hier, il n'y a pas de mort avant-hier. 7 morts depuis le début. La Corée du Sud, 400 morts. 400 morts. On compare à nos morts à nous, quoi. Bon, alors c'est vrai que c'est un système un petit peu différent. Et là on voit qu'à quel point la France est devenue... là, je veux dire, elle fait de la peine. Et on est au fond du déclin, du trou, de la décadence quand on fait ça. C'est-à-dire, on n'a pas du tout regardé ces messieurs Delfrécy, ou je ne sais pas comment ils s'appellent. Enfin bon, bref. Oui, Delfrécy, on l'appelle. Bon, mais Monsieur Véran, etc. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris la peine de regarder ce qui se passait ailleurs, parce qu'on est beaucoup plus intelligent en France. On a d'ailleurs le meilleur système de santé, avec beaucoup moins de lits d'hôpitaux d'ailleurs qu'en Allemagne. Oui, et il n'y en a toujours pas plus, alors qu'en Allemagne... Il y a 6 d'hôpitaux pour 1000 habitants en France, 8 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants en Allemagne. Ouais. Bon, on dépense autant pour la santé. Simplement, évidemment, nous, on a des fonctionnaires. Oui, puis il y a une suradministration, on a énormément de fonctionnaires. Et comme chacun sait, en France, comme disait Georges Clemenceau, on plante des fonctionnaires et ils poussent des impôts. Voilà, c'est comme ça. Bon. Je crois que c'est dans les années 70, je ne sais plus qui, Perfit, qui avait sorti un livre, Le mal français, qui parlait déjà de ça. Donc oui, non, mais et rien ne change. Et de toute façon, non, sauf que depuis, on a suradministré je crois que c'est de l'ordre de 30%, 20%, les chiffres changent, par rapport à l'Allemagne, justement, de fonctionnaires, d'administratifs dans les hôpitaux, qui prennent de l'argent, il faut les payer, c'est important. Et en plus, ce sont eux qui dirigent. Ça, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est incompréhensible. Donc voilà, c'est ça qu'on paye. Vous voyez. Et donc, j'ai eu le sentiment,
Alors, je pense que ça peut changer peut-être si effectivement on décentralise, on régionalise, on fait attention, on écoute les uns, les autres, comme ça peut se faire en Allemagne. Mais j'ai eu le sentiment pendant la crise du Covid qu'on était, d'ailleurs que j'ai vécu au début, et j'ai réactualisé un peu mon livre là-dessus, je me suis dit c'est trop beau parce que ça va tout à fait dans le sens du livre, qu'on était un pays du tiers-monde. C'est-à-dire que, oui, et souvent les pays du tiers-monde, ils ne savent pas comment ça se passe ailleurs. Vous êtes à la place des dirigeants français. Vous avez des ambassadeurs partout. Vous avez une grande vague, une grande épidémie. Enfin, ça va de soi. Vous dites, c'est pas toute personne qui a travaillé dans l'entreprise connaît le benchmarking, mais enfin, on dit, alors, vous pouvez me donner, faire des notes, vous qui êtes ambassadeur à Séoul, vous qui êtes à Tokyo, vous qui êtes... bon, faites-moi des notes, on me dit comment ils font là, comment ils font aussi en Allemagne. On aurait pu aller voir un peu, c'était intéressant. Surtout quand on voyait au début les chiffres, puisque de toute façon, la Corée du Sud, c'est arrivé avant nous. Bon, c'est vrai que il n'y a pas eu cette idée-là au départ. Et c'est une catastrophe totale. Et donc, dans mon livre, évidemment, je ricane, mais on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire, c'est la Corée du Sud qui est venue. Il y a des ONG de Corée du Sud qui sont venues en France pour nous aider à vaincre ce coronavirus 30, hein, puisque nous sommes le Covid 30 en 2030. Et donc, ils sont venus pour nous aider à vaincre ce coronavirus. Et ce sont des ONG coréennes qui nous aident, nous, pays du nouveau tiers-monde. Voilà, c'est ça. Et ça, je crois que moi, j'ai pris conscience de le côté de l'arriération française, qui est une forme qui est le produit de notre arrogance. C'est-à-dire, on est les meilleurs. Eh ben non, on est très mauvais. Si on se compare à l'Allemagne, il y a eu quand même 3 fois plus de morts en France, même beaucoup plus si on tient compte de la population, c'est beaucoup plus, 3,5. Il y a bien une raison. Enfin, faut réfléchir à ça, il y a une raison. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous dites du progrès de l'ignorance, le monde devenu un cimetière de la culture. Et sur le personnage de Diane, le personnage féminin. Donc, Diane, c'est une femme qui est enseignante, et vous dites, elle appartient au monde d'avant. Elle dit, je fais partie du monde d'avant, comme les pharmaciens, les libraires, les cafetiers, les instituteurs, les épiciers, les curés, les marchands de journaux, les historiens locaux, les médecins généralistes. Au siècle dernier, ils structuraient les bourgs, les villages, les quartiers. Aujourd'hui, la plupart ont disparu, ne laissant que des volets fermés. Je voudrais savoir, vous, Franz-Olivier, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir au monde d'avant? Est-ce que les journalistes, du moins ceux de la presse écrite, n'appartiennent pas également au monde d'avant? Je suis moins sûr. Moi, vous savez, je me considère plus comme journaliste. Moi, je suis écrivain et éditorialiste. Éditorialiste, c'est pas tout à fait journaliste. C'est différent, c'est une fonction différente. Mais franchement, je suis pas sûr que ce soit fini, parce que je pense qu'il y aura toujours besoin de journalisme, il y aura toujours besoin de comprendre, il y aura toujours besoin de papier, même un peu. Vous savez bien, la presse s'est écroulée, vous l'avez vu aux États-Unis, et puis brusquement, à un moment donné, elle est arrivée à un palier, puis là, elle remonte un peu. Nous sommes des animaux, nous aimons le papier, regardez les livres. On a essayé de nous mettre aux ouvrages numériques. Moi, je suis comme vous, hein, tous ici. J'ai Kobo. Hein, bon. J'ai Kobo, je me rends compte, je lis pas tellement de livres sur Kobo. Enfin, c'est plutôt des livres qui peuvent me servir pour le boulot. Mais j'en lis quand même, attention. Kobo, c'est plutôt... J'achète un livre quand je me dis, je vais quand même pas l'acheter, parce que qu'est-ce que je vais en faire après? Je vais m'en débarrasser, quoi. Donc, ce sont plutôt des essais un peu sérieux ou emmerdants sur certains sujets. Mais bon, c'est vrai qu'un beau roman... on ne peut le lire que sur du papier. Je sais pas, un beau Dostoïevski, un bon Maupassant, un bon Flaubert. Enfin, je sais pas, on peut citer tous les grands classiques. C'est du papier. D'ailleurs, moi, c'est même pas la Pléiade, ou même ce sera même pas une édition normale. Ce sera le poche, parce que j'adore lire les livres en livre de poche. Et puis après, d'ailleurs, de le donner à quelqu'un, ce que faisait toujours Mitterrand. D'ailleurs, je crois que notre libraire a amené des poches d'un très grand amour, si je ne me trompe pas. Voilà, faire le lien avec le personnage d'Antoine Bratzok. Ah, c'est malin, ça. Ouais, voilà. Retomber sur ses pattes, bonne interview. C'est malin. Hein. Donc, alors, il y a aussi une ode, évidemment, à la ville de Marseille, puisque vous êtes Marseillais de cœur. Vous dites, vous aurez du mal à trouver un Marseillais qui se la pète. Ici, tout est grave, mais rien n'est important. Il y a 2 catégories d'êtres humains, ceux qui sont marseillais et ceux qui rêvent de le devenir. C'est depuis quand cet amour de Marseille? C'est votre ville de cœur, d'adoption? Il y a très très longtemps, franchement. Moi, j'ai rien à voir avec Marseille. J'ai pas de sang marseillais. Je peux faire toutes les recherches possibles et imaginables. J'ai aucun sang marseillais. Mais je suis moitié américain.
père américain, qui a fait le débarquement, comme je disais. Je suis né aux États-Unis, donc je suis vraiment américain. Mais assez jeune, je suis rentré en France. J'étais élevé en Normandie. Donc je suis américano-normand, en réalité. Mais mes parents ont acheté une propriété, une maison d'été, comme ça, dans le Vaucluse. Il y a longtemps, il y a très 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 longtemps, dans les années 60, à Mirandole. J'y allais, je me souviens, un jour, on est allé à Marseille, mais je ne sais pas si j'avais 16, 15, 18 ans, je ne sais pas. Mais enfin, c'était dans ces eaux-là. On est allé au Vieux-Port et j'ai dit, c'est là que je veux vivre. Et j'ai toujours dit, parce que j'aime la folie marseillaise. Et je me sens tout à fait chez moi à Marseille quand je rentre à Marseille. D'ailleurs, ma femme le dit souvent, quand l'époque où je prenais l'avion, c'était avant le Covid, maintenant je prends le train. Quand j'arrive à l'aéroport, elle disait toujours, mais Puis les copains, vous voyez, qui téléphonent à ce moment-là. Enfin, il y a quelque chose de... Vous savez, Marseille, vous citiez des phrases, mais il y a un moment donné, je dis, il y a une sorte d'allégorie de Marseille, c'est le clochard et le milliardaire. Le clochard et le milliardaire, ils sont habillés pareil à Marseille. Ils ont un t-shirt dégueulasse, un short assez dégueulasse aussi, avec des traces suspectes, des tongs, et ils sont là face à face, ils se parlent mal. Ça m'a toujours frappé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le sens qu'il peut y avoir dans la plupart des villes françaises, même à Avignon, de la hiérarchie. Parce que la France est un pays jacobin et hiérarchique. Et il n'y a absolument aucune hiérarchie, il n'y a pas d'esprit. Alors, c'est sûr, je suis pas en train de... Je suis pas, comment dire, débile. Je vis là-bas et je sais bien que les riches vivent entre eux, du côté du Rocas Blanc, etc., et que les pauvres sont dans les quartiers nord. Je sais bien. Mais d'abord, ils se rencontrent souvent, ils se voient, ils vivent pas chacun de leur côté. Et quand ils se voient, ils s'affrontent. Et ils s'affrontent en rigolant parce que c'est vrai, comme vous le dites, à Marseille, rien n'est sérieux. C'est ça qui est... Rien n'est important. Vous dites qu'à Marseille, on supporte d'être déclassé, contrairement au reste de la France. Alors ça, je ne vais pas vous chanter Aznavour, je chanterai trop mal, il risquerait de pleuvoir ce soir, mais c'est vrai que la misère est moins pénible au soleil. Mais elle est peut-être moins pénible aussi à Marseille, dans le climat de Marseille, dans ce climat de rigolade absolument permanente. Alors bon, il y a beaucoup de misère aussi, je ne suis pas en train de sous-estimer et de, comment dire, de pas dire que c'est important la misère, évidemment. C'est un vrai sujet. Alors, il y a un personnage qui en a parlé de Bunel, qui est quand même passablement ridiculisé. Oui, mais attendez, c'est pas le seul. Je ne veux pas plaider ma cause, mais enfin, Antoine Bradsock, qui est censé être moi, est peut-être largement aussi ridicule. Oui, mais et en même peut-être temps, plus ridicule encore. Et peut-être plus ridicule encore. Forcément. Donc, comme vous tapez sur les autres, vous êtes obligé. Oui, donc, oui, bon, non, voilà. Sûr. Bon. C'est sûr qu'il n'est pas brillant. C'est dommage. François, invite-moi quand même, s'il te plaît. Pardonne-moi, je suis désolé. Non, la je crois plume que m'a échappé. C'est un autre qui a écrit le livre. Non, je suis désolé. Pour François Bunel, je crois que c'est... Non, quand on passe dans son émission, on vend des bouquins. J'étais vraiment trop con. Mais c'est mon côté irresponsable. Je suis totalement irresponsable. Ouais. Bon, c'est parti comme ça, voilà. Comme ça. Mais alors, il y en a un qui. C'est vrai qu'on sent qu'il a des interdits, quoi. Oui, donc, oui. Oui, et puis bon, il passe quand même, il brosse beaucoup. Non, mais il a surtout des interdits. Il a surtout des interdits. Il y a des gens qu'on ne verra jamais chez lui et qu'on voyait tout le temps chez Pivot. Bien sûr. Chez Pivot, moi, j'ai souvenir de l'époque où il y avait Bukowski qui avait sa bouteille de whisky sous la table et qui, entre deux phrases. Ne faites pas de comparaison parce que moi, j'en suis qu'à mon deuxième verre. Je me permettrai pas. On reste au rouge ici. Alors, je disais qu'il y en a un qui prend encore plus cher que Bunel, c'est Edoui Plenel. C'est notre Tartuffe national, lui. Voilà. Donc, oui, c'est à mourir de rire. Hein. Oui, mais c'est un personnage absurde. Enfin bon, il est très respecté par tous les médias. Voilà, c'est le saint patron des journalistes, des écoles de journalistes et de la plupart, enfin de beaucoup, hélas, de mes confrères. Mais quand même, c'est un clown. Enfin, pour moi, c'est un clown. Vous dites valeur suprême de civilisation. La mairie de Paris décide d'ériger place de l'Hôtel de Ville une statue en bronze d'Edoui Plenel, ancien président du Haut Conseil de la morale et de la déontologie journalistique, saint patron des médias et père de l'islamo-gauchisme. Elle était financée par Amazon et Facebook. Bah oui. Bon, ça, mais oui, mais tout est comme ça chez lui. Regardez avec qui il a fondé son site Mediapart, avec quels industriels. Il faut arrêter, c'est une blague. Et puis en plus, il condamne sans arrêt les retraites chapeau. Sans arrêt. Des articles très violents. Oui. Il s'est fait quand même une belle retraite chapeau. 2,9 millions. Il a vendu sa boîte
à une fondation en expliquant que c'était pour la liberté de la presse. Mais enfin, imaginons que ce site Mediapart ait quelques problèmes d'argent dans les années qui viennent. Eh ben, il y aura beau avoir une fondation, il faudra bien qu'elle trouve de l'argent et donc qu'elle se vende au premier venu. Et en attendant, lui, il repart avec la caisse. Et maintenant, c'est à ses successeurs de rembourser. Parce qu'ils ont fait un prêt pour rembourser Plenel et ses 3 copains, et ses 4 copains, ils sont 3 x 4, 12, vous en avez 12 millions. Je suis pas sûr, enfin, ça va être compliqué, quoi, ça va être dur. Mais il s'en fout, il a profité, il a bien profité. Bravo pour ta retraite chapeau, Edoui, t'as été bon. Mais ça, vous le dites sans ménagement, parce que... faut le dire, mais il paraît qu'il ne faut pas l'attaquer, parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Ils ont qu'à m'attaquer, moi, je m'en fous. Alors là... Mais ils ont qu'à m'attaquer. Qui me trouve quelque chose. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. Mais bon, le passage, c'est page 132, donc tout est dit. Tout est dit, hein. Alors, le président Avis s'était bien gardé de rappeler les petits arrangements d'Edoui Plenel avec la vertu. Sa fille avait bénéficié d'un emploi à la mairie de Paris alors qu'elle habitait Berlin. Oui, mais je crois que maintenant elle a plein temps, d'ailleurs. Je crois qu'elle a plein temps. Ouais. Il avait refusé pendant des années de payer le taux de TVA réglementaire pour son site, ce qui s'apparente à de la fraude fiscale. Il s'était gavé à titre personnel en revendant à prix d'or les parts de sa boîte à ses salariés. Il n'y a que les anciens trotskistes pour avoir à ce point le sens des affaires. Entre autres fake news, il avait été en pointe dans la fausse affaire Baudis, grand fiasco journalistique du début du XXIe siècle. Mais j'en ai beaucoup voulu pour ça. À l'époque, il était patron du Monde, qui a mené une grande campagne contre Baudis. Et c'est vrai que j'en ai énormément voulu. C'est là que j'ai commencé à me déchaîner contre lui, alors qu'avant, je pouvais être considéré comme complaisant. Parce que j'ai suivi de l'affaire de près. Cette affaire, c'est la honte. C'est la honte de la presse. C'est la honte de la presse. C'est vrai qu'il avait transpiré quand il est passé le soir à la télé pour dire qu'il était innocent. Moi, j'étais pas un ami de Dominique Baudis, que je trouvais, c'était pas quelqu'un d'absolument passionnant, vous voyez ce que je veux dire. C'était voilà. C'est pas le personnage politique, je veux dire, c'était pas Pasqua, c'était pas Mitterrand, c'était pas Defer ou Monroy. Vous voyez ce que je veux dire. C'était un personnage politique, traditionnel, classique, et je veux dire presque un peu transparent. Mais cette affaire-là, quand on faisait un tant soit peu d'enquête, on voyait très bien que tout ça était bidon, qu'il avait une vie tout à fait normale. Et on savait ça quand on faisait l'enquête. D'ailleurs, vous regardez le Canard enchaîné, qui aurait dû se saisir de l'affaire. Vous lisez le Canard enchaîné de l'époque, pas une ligne, rien. Ils considèrent que c'est une non-affaire, que c'est absurde. Bon, et finalement, avec cette affaire, on connaît les sources, évidemment. À partir du moment où vous avez des sources judiciaires, les journalistes croient que c'est vrai. Parce que les sources judiciaires, parfois, elles peuvent se planter. En tout cas, à l'arrivée, il est mort, 2 ans après, d'un cancer généralisé. Et je pense que nous autres journalistes, nous sommes responsables. Cette affaire, j'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Et ce qui je trouvais encore plus dégueulasse, c'était le sentiment d'acharnement. Non. Quand on entend aujourd'hui Plenel sur cette question, la bonne conscience. La bonne conscience totale. Bon, ils ont tué un mec, ils ont tué, c'est une façon de parler. Enfin, il l'a détruit psychologiquement. Et voilà, c'est très bien. Voilà, ils ont fait leur boulot. Enfin, ils ont raconté des blagues pour vendre du papier. Et ça, je trouve ça obscène et répugnant. Voilà. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Je trouve ça obscène et répugnant. Oui, d'autant que dans ce genre de choses, dans les affaires de mœurs ou même dans les histoires de pédophilie, que ce soit vrai ou que ce soit faux, la réputation de la personne est détruite. Je veux dire, une fois qu'on en a parlé, la réputation est détruite. Bah oui, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de leçon, puisque de toute façon, vous vendez du papier avec ce genre de truc, vous recommencez sur d'autres choses sans arrêt. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça, vous voyez, j'aime ce métier de journaliste. Je ne suis pas en train de débiner la profession. Moi, quand je dis je suis écrivain et journaliste, moi, quand j'étais enfant, à l'âge de 9 ans, j'ai décidé d'être écrivain. Et puis après, j'étais happé par le journalisme. Et j'aime ce métier. C'est le métier de la curiosité, et puis de contradictoire aussi. Vous allez voir les uns les autres. Mais ce métier a été perverti par un certain nombre de professionnels. Et je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas la vérité sur eux, quoi qu'il en coûte. Même si c'est vrai, tout le monde me dit « Mais Frantz, arrête, tu vas avoir des problèmes. » Je m'en fous. Quel problème? On verra. Dans Un très grand amour, vous disiez « J'ai toujours couru 2 lièvres à la fois, le très grand amour et le très grand roman ». Est-ce que vous pensez avoir atteint les deux
Un des deux. Ça, c'est un peu une blague, ça. Parce que, en fait, c'est vrai, le très grand amour, oui. Le très grand roman, je suis très, comment dire... Non, c'est pas ça, mais j'ai une espèce de ricanement en moi dès que je vais commencer à me prendre au sérieux là-dessus, qui fait que... Mais c'est vrai que j'aurais tendance à croire plus au très grand amour qu'au très grand roman. Et le très grand roman, en fait, c'est quelque chose de très personnel. C'est une amitié avec Norman Mailer, qui est un grand écrivain américain que j'adorais, qui était... Bon, je disais tout à l'heure, Julien Gay était mon maître, c'est vrai, parce qu'il m'a beaucoup aidé à me décoincer littérairement. Puis c'était un œil cruel quand il lisait mes livres. Norman Mailer aussi, il lisait parce qu'il lisait le français, et puis mes livres pouvaient être traduits d'ailleurs aussi, certains étaient traduits aux États-Unis. Mais Norman Mailer, il avait un truc qui revenait tout le temps. Je veux faire le très grand roman américain. Et je trouvais ça amusant et enfantin, parce que c'est un personnage aussi qui était très enfantin, et en même temps très lucide et très drôle, parce qu'il prétendait, et est-ce qu'il a tort, je ne sais pas, que le très grand roman américain qu'il fallait dépasser, c'était Saul Bellow qu'il avait écrit, qui était ce livre qui s'appelle Herzog, qui est un livre très drôle. Je ne sais pas si certains d'entre vous, si vous l'avez lu, mais c'est très drôle, parce que c'était un personnage, comment dire... c'est une critique de l'époque, c'est très sardonique, c'est très ricanant. Enfin, c'est une espèce de prof d'université qui fait une dépression, qui est largué un peu par tout le monde. Et c'est un livre très très drôle. Et il prétendait que c'était le très grand roman américain. Il voulait essayer de dépasser ce livre. Et je pense qu'il avait raison. Et donc, mais quand il le racontait, il en riait. Et donc, je trouvais ça amusant. Donc, moi, je suis pas dans le j'ai pas, comment dire, assez de testostérone pour faire comme notre ami Norman Mailer, qui avait beaucoup de testostérone, lui, dire, voilà, je vais faire le très grand roman français. Parce que j'ai beaucoup, comment dire, je travaille énormément, j'ai beaucoup d'ambition littéraire. Quand je fais le schmock, je travaille comme un chien. Documentation. Mais surtout, je coupe après. Vraiment, je travaille comme un chien. Il y a des livres sur lesquels j'ai travaillé comme un chien. Même L'arracheuse de dents aussi. Des livres comme ça, j'ai énormément travaillé. Donc, je travaille, mais je me dis pas, je vais dépasser l'autre. Vous voyez, j'ai pas disant, tiens, je vais faire mieux que je sais pas, que Emmanuel Carrère ou que l'un ou l'autre. Je m'en fous. Je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis pas dans un. C'est étrange d'ailleurs. C'est en ça que je suis une femme. C'est que je suis pas dans la concurrence. Je ne dis pas... oui, parce que les femmes sont beaucoup moins dans la concurrence que les hommes, chacun sait. D'ailleurs, les quelques chefs d'entreprise ou anciens chefs d'entreprise qui sont ici peuvent le dire. Rien n'est plus emmerdant qu'un mec qui vient vous voir. En général, c'est pour vous demander une augmentation ou un nouveau titre. La femme, non, c'est pour vous parler boulot. Toujours. Moi, j'ai toujours remarqué ça. Donc. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué ça, mais c'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Au moment où vous écrivez, vous dites, je vais faire je fais quelque chose de génial, puis après on verra au moment où c'est fini. Oui, c'est ça, et j'y pense plus, je suis sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'écris toujours des chefs-d'œuvre. La concurrence dans les écrivains, c'est plutôt au niveau des ventes de livres, non? Non, pas l'impression, non. Ça, alors là. Oui, mais pas tous. Hein. Quand on voit que Marc Lévy. Ah non, mais sérieusement, moi j'ai rien contre Marc Lévy, mais franchement, non, mais on éclate de rire à chaque page. Je ne veux pas être désagréable, mais bon, attendez, sérieusement. Non, mais attendez, heureusement que je ne vends pas comme ça. Non, mais je préfère écrire les livres que j'écris et pas vendre autant que lui. Et franchement, je ne me plains pas parce que je vends bien. Franchement, j'ai vraiment... Et merci à vous tous, parce que vous savez je n'existerais pas sans vous. Sans les lecteurs. Non, parce que j'ai pas les 6 pages dans le Monde ou dans tous les journaux comme Emmanuel Carrère ou tous les gens qui ont la carte. Moi, j'ai rien. Je fais 2-3 émissions de télé où je fais le clown parce que je fais de l'audience, où on se dit tiens, il a sorti un livre. Et voilà, et vous êtes là au rendez-vous. Et merci, parce que je vois la fin de l'année. J'ai des bons chiffres. Comme disent à Gallimard, toi, t'es un diesel. C'est-à-dire que le livre sort, personne n'achète puisque personne ne sait qu'il est sorti. Ça démarre lentement. Donc je fais le truc, voilà, je montre, etc. Et ça marche tout seul. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de rigoler sur notre ami, votre ami Bunel, ce que personne, à mon avis, n'oserait faire. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il m'a invité, c'est pas gentil, quoi. Façon de renvoyer l'ascenseur qui est pas sympa. Il vous a invité, bon. Moi, j'ai pensé aussi au livre d'Orwell, 1984. Vous y avez pensé en écrivant ça
Non, j'aime beaucoup ce livre, mais j'ai essayé de faire autre chose, quoi. Ouais, J'ai pas essayé ouais. de dire, voilà le monde dans lequel nous allons. Moi, je répète, quand j'écris ce livre un peu sur une colère. Vous savez, souvent, un roman, c'est un personnage. Hein. Je me souviens très bien de la phrase de Julien Green, qui était géniale, quand je lui avais apporté mon premier roman publié, qui n'était pas mon premier roman, qui avait dit c'est bien, mais on dirait un Mauriac. C'était pas gentil dans sa bouche, parce que ça voulait dire c'est un roman fabriqué. Et il m'expliquait, vous avez fait ça avec des fiches, avec des... C'est pas comme ça qu'il faut écrire. Et il m'a dit un truc qui m'avait frappé, et qui est tellement vrai, enfin moi c'est comme ça que je vis, c'est un roman, c'est la vie. Et d'ailleurs, le plus grand roman de l'histoire de la littérature, à mes yeux, et ses yeux aussi d'ailleurs, c'est Crime et Châtiment. Et Crime et Châtiment, quand vous regardez Crime et Châtiment de près, c'est un roman qui, tous les Russes vous le diront, est mal écrit. Mal écrit parce qu'il y a beaucoup de répétitions, il y a des points d'exclamation, 3 petits points, etc. Et il est comme ça fébrile, le père de Dostoïevski, quand il écrit ce livre. Et pourquoi ce livre est un chef-d'œuvre? Et pourquoi ce livre, quand on le lit à quelques années d'intervalle, mais il y en a d'autres aussi que je peux vous citer, parce que L'étranger d'Albert Camus, on peut en parler, c'est un peu la même chose, mais c'est très fort dans Crime et Châtiment, tous les personnages sont vivants. Ils sont vivants. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Raskolnikov, Porphyre, ils sont vivants. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et c'est quand... Moi j'essaye de faire ça aussi, et ça, j'ai appris ça de Julien Green. Il m'avait dit que quand il avait écrit Adrienne Mesura, qui est un roman qu'il a écrit quand elle avait 23, 24 ans, et qui a été un énorme succès mondial, il disait, c'est en voyant une femme derrière la vitre d'un bus, place de la Concorde, elle était de profil, que j'ai eu l'idée de ce personnage, il est rentré dans ma tête, elle est restée là 3-4 ans, non, pardon, 3-4 mois. Et puis un jour, voilà, j'ai écrit le livre, et j'écris le livre sous sa dictée. Et c'est un peu comme ça que je travaille, je trouve ça absolument génial. L'idée de la vie, vous voyez, de vous restituer la vie. Et ça me rappelle d'ailleurs une expérience quand j'étais enfant, je voulais être écrivain à l'époque, et pas du tout journaliste, mais j'avais fait un journal école avec mes copains du lycée d'Elbeuf, du lycée d'État d'Elbeuf, c'est comme ça qu'il s'appelait, il s'appelle lycée Roman de maintenant. Et on avait fait un journal qu'on appelait Le Crotal, je me souviens. Et moi, j'avais fait ça uniquement pour rencontrer Alberto Giacometti. Je lui disais, j'ai une raison pour le voir, je vais faire un article sur lui pour le journal du lycée. Et j'étais fasciné par Alberto Giacometti, j'étais fasciné par ses peintures, fasciné par ses sculptures, etc. Et je vais le voir. Petit con, 15-16 ans, vous voyez, je frappe à la porte, rue Hippolyte Mindron, j'écris une lettre en disant, monsieur, cher monsieur, je voudrais vous voir, etc. Voilà, la machine à écrire. Et puis, je me présente le jour dit, je viendrai tel jour, etc. Et il est là, évidemment, il n'a pas ouvert la lettre, il a dû l'acheter. Il est absolument charmant, il m'invite à aller boire un café à la brasserie d'Alésia, je me souviens, rue d'Alésia. Et il me parle. Après, je suis souvent retourné le voir, 4-5 fois. Et puis c'est l'année où il est mort assez vite après. Mais je vais le voir 5-6 fois, peut-être. Quand j'ai 4-5, c'est peut-être 6 fois. Et il me dit quelque chose d'absolument extraordinaire qu'il m'a dit à chaque fois après quand je l'ai vu. C'est incroyable, cette nuit, j'ai failli y arriver. Mais c'est dingue, j'ai failli y arriver. Mais c'est débile ce que je vous dis. Mais c'est un des plus grands artistes du XXe siècle, peut-être le plus grand, qui vous disait ça. Et qui n'était pas con en plus, qui était très cultivé. J'ai failli faire des têtes vivantes. Et son obsession, c'était de faire des têtes vivantes. Il disait, je pense que je vais y arriver, je suis tout prêt. Demain, je pense que je vais le faire. Et je pense que quand on est écrivain, c'est un peu ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'essaie de faire des personnages vivants. C'est pour ça que je vous parlais avec tellement d'exaltation de Crime et Châtiment. Ce sont des personnages vivants. C'est-à-dire la force de Dostoïevski, on peut raconter tout ce qu'on veut sur son style, qui est ni fait ni à faire. En plus, il n'y a pas d'éditeur, parce que quand on dit les frères Karamazov, c'est beaucoup trop long, tout ça est beaucoup trop long, coupez-moi là-dedans, etc. Mais tous les personnages sont vivants. Et ça, c'est ça la force. Et je pense que la littérature, c'est ça. C'est-à-dire vraiment de faire vivre, de ramener la vie. Vous voyez? Et c'est ça moi, c'est ça que j'aime quand j'écris. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit un bon livre? C'est un livre que personne d'autre que vous ne pourrait écrire. Ah non.
Non, 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 non. vous ne croyez pas à Non, ça? parce qu'en plus, j'ai un truc souvent. C'est vraiment le truc des personnages? Non, non, parce que souvent, quand je lis les livres, enfin, si je suis honnête, je dis qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ce livre? Par exemple, vous parliez tout à l'heure de Bret Easton Ellis. C'est vrai, quand j'avais lu American Psycho, je me suis dit, Ah oui, merde, ouais. putain, c'est tellement moderne, nouveau, c'est tellement. Pourquoi j'avais pas écrit ce truc? Parce que c'est vraiment. Vous voyez, je Oui, dis ça sans oui, jalousie. oui. Où je me souviens, mais j'étais gosse à l'époque quand j'avais lu le bouquin de mon pote Le Clésio, enfin qui était pas mon pote encore à l'époque, mais le procès verbal, je me suis dit, mais ah, mais c'est extraordinaire, mais pourquoi? Mais c'était le truc que je vais écrire. Et d'ailleurs, vous savez quoi? J'ai fait un plagiat. Parce C'est quoi? que bah, j'avais, à l'époque, je devais avoir 17-18 ans, j'écrivais un roman par an, et je me dis, tiens, je vais faire un livre, et je faisais un. Bon, alors j'avais fait un Céline, j'avais fait. Alors, je lisais un bouquin, et puis j'essayais de m'inspirer, etc. Et j'ai fait un. American Psycho, on se demande si ça pourrait être publié à l'heure actuelle. Je ne Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Je Et suis c'est pas vrai que sûr. c'est un livre parce Extrêmement que quand violent. on, ouais, il y a un Ah oui. film, bon, il y a Christian Bale qui est génial, mais bon, le film quand même, ça vaut pas grand-chose à côté du livre. Le livre est juste extraordinaire quand on lit ça. Mais il y a des bouquins comme ça, d'ailleurs, dont on parle plus. Je pense, je sais pas pourquoi, des livres Ceux qui de American Hubert Psycho, Selby, par exemple. c'est quoi? C'est un trader, cocaïnomane, qui devient meurtrier, Ouais, qui assassine givré, et qui ouais, viole ouais, des ouais, femmes. ouais. Je ne suis pas sûr qu'il pourrait publier Oui, je suis pas sûr. actuellement, Vous hein, avez raison. ouais. La dernière phrase de votre livre dit: il faut toujours écrire comme si l'on écrivait pour la première et dernière fois, dire autant de choses que si l'on faisait ses adieux, le dire aussi bien que si l'on faisait ses débuts. C'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Karl Kraus que j'adore, qui est un écrivain autrichien juif qui a eu beaucoup de problèmes sous Hitler, même si dans la petite revue qu'il a publiée euh, dans les années 1920, il a publié beaucoup d'auteurs, enfin un grand auteur antisémite horrible qui s'appelait Houston Stewart Chamberlain, hein, en disant voilà, il faut ouvrir le débat, etc. Et qui disait de toute façon, juif, c'est pas une race, c'est un état d'esprit. Bon, c'est un grand bonhomme, Karl Kraus. Et c'est vrai que quand on écrit, c'est assez étrange, c'est pour ça donc, quand vous me posiez les questions sur. Bon, c'est absolument con de ma part, quand on veut, quand on est écrivain, de se payer comme ça, Bunel, je reconnais que c'est débile, quoi. Même de se payer Plenel, parce que de toute façon, Plenel, il a dû mettre 5 équipes pour trouver des trucs sur moi. Bon, enfin, ils peuvent chercher, on verra bien. Mais, Oui, mais en même temps, c'est la liberté de l'écrivain de se mais payer. ça veut dire que moi, j'écris toujours le livre. C'est vrai que je dis toujours, j'écris mes livres un peu comme si c'était le dernier. Vous savez, une très belle phrase, moi, qui est une de mes maximes, et j'y pense vraiment, c'est pas. Je dis ça, c'est très sérieux. Je dis toujours, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais c'est très fort, ça. C'est une phrase qui a commencé à me hanter après la mort de mon père. Mon père, je raconte ça dans un livre américain, j'étais fâché à mort contre lui. Il battait ma mère. Et je lui en voulais à mort. Du coup, d'ailleurs, il me battait parce que je lui faisais vraiment la... Bon, j'ai fait les 400 coups sans arrêt. Et c'est vrai que je me suis dit, à sa mort, ma mère, parce que mon père a changé, évidemment, là, tout ça, c'était au début, quand j'étais petit, et à la fin de sa vie, fin de sa vie, il est mort très jeune, il est mort à 58 ans, mais mon père avait changé, quoi. Enfin, à mes yeux, il avait changé. Ma mère m'expliquait toujours qu'il avait changé. Et ma mère, qui était une féministe, qui était une dure à cuire, je disais catho, mystique, et en même temps, c'était une dure à cuire. Et puis elle était mère adjointe, très importante. Elle avait des tas d'activités dans tous les coins. Enfin, bon, c'était une prof de philo. Bon, bref, il y avait toujours des élèves à la maison. Enfin, bon, c'était une personne. Elle me disait toujours, mais pourquoi tu pardonnes-lui, parle-lui, c'est pas bien, arrête. Puis, comme je dis très bien, la mort l'a... Comment dire, la retranché, enfin je dirais brusquement, voilà, il est mort d'un coup et j'avais pas eu le temps de lui dire, voilà, Donc de vous êtes dit après coup que lui c'était pardonner, très enfin voilà, parce qu'il faisait sans arrêt des gestes vers moi et je les refusais toujours. Hein. Bon, et c'est vrai qu'après je me suis dit, mais en reprenant cette phrase,
Il faut toujours vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et depuis, j'ai tendance à faire un petit examen de conscience tous les soirs. Je me suis fâché avec ma tel, mais est-ce que c'est pas débile? Tel enfant, parce que il y a beaucoup de parents ici, j'imagine. Rien n'est plus chiant qu'un gosse, parce qu'il vous culpabilise, il vous emmerde toujours. Quand il a un problème, c'est toujours de votre faute. Et donc, est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai bien... Voilà. Et je reviens toujours là-dessus. Et sur d'autres choses aussi, y compris avec des amis. Et il faut... Je crois que c'est très important. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et d'une certaine manière aussi, c'est vrai, c'est ce que je fais. Il faut vivre chaque livre comme si c'était le dernier. J'en ai un peu rien à foutre de la suite de ma carrière, de machin. Moi, je suis pas candidat à l'Académie française. Je suis candidat nulle part. J'en ai rien à foutre. J'écris mes livres pour vous, pour les lecteurs, ce que j'appelle le cercle des lecteurs que j'adore. Et j'en ai rien à foutre du reste. Et je ne veux pas m'emmerder avec le reste. Et ben, le cercle des lecteurs est là. Oui, quand on me dit de temps en temps... Et pourquoi tu vas pas à l'Académie française? Je me dis, mais toi, tu me vois. Mais remonter déjà. Je peux remonter à Paris de temps en temps pour faire une émission de télé parce que ça fera 3 francs 6 sous pour payer les billets d'avion, le reste, les pensions alimentaires, mais pas plus, les études des enfants. Mais je veux dire, chaque semaine pour l'Académie française, je peux pas. Ah, bon, ben ça y est, elle a perdu c'est toutes bon, ses ça a notes. marqué la fin de... Elle va être obligée d'arrêter l'interview parce qu'elle a plus ses notes. Alors, non, mais j'ai fini. Du coup, je pense qu'il y a quand même quelques questions. Avant qu'on passe à la partie dédicace, au cocktail, donc Franz Lévy dédicace son livre à l'intérieur, on va rentrer, hein, à moins que vous ayez des questions, posez-les maintenant, puis ensuite on rentre pour les dédicaces et pour tout le reste.